jusqu'aux 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h24. Merci d'être avec nous. Philippe de Sertine est avec nous. Bonjour, merci. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'IAE de Paris. Vous dirigez aussi le financement de l'agriculture. Vous êtes également directeur de l'Institut de haute finance depuis 2004. Et ce livre, un ouvrage collectif présenté par le Cercle Turgot, La dette, potion magique, potion mortelle, aux éditions Télémac. Ça en dit long, Patrick. Oui, une vingtaine d'économistes de renom qui ont planché sur la dette pour la définir, voir quelles sont les solutions en fait derrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est technique, évidemment. Philippe, oui, je ne vous cache pas que c'est un peu technique. Non, mais aussi. c'est un peu technique. Voilà. Mais il y a dans les contributions, il y en a qui sont beaucoup très plus abordables. Bien sûr. Mais surtout, la dette aujourd'hui, ça intéresse en fait tout le monde. On n'a jamais autant parlé alors pas de la dette des ménages, mais la dette de notre pays. Là. Oui, c'est ça. Alors, vous dites, on n'en a jamais autant parlé, et en même temps, c'est paradoxal parce que on est cette année, évidemment, cette année tragique, Covid, une année d'explosion de la dette au niveau mondial. On considère qu'effectivement, probablement, la dette aura augmenté de 15 000 milliards. Alors, c'est vrai que là, on manipule des chiffres qui sont tellement gigantesques que pour le commun des mortels, ça ne veut plus rien dire. Mais on va dire déjà, au début de l'année, ou peut-être à la fin de l'année 2019, la Banque mondiale dit on est à 250 trillions, on va dire en anglais, 250 000 milliards de dettes, c'est énorme. On en rajoute 15 rien que cette année. On a fait une augmentation, une explosion de la dette partout. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, ça pose plus problème à personne, semble-t-il. Alors ça pose les critères de Maastricht en fait en Europe, etc. Ça a volé en éclats. Tout ça a volé en éclats. Et peut-être à la limite, ce sont nos auditeurs, c'est le grand public qui commence à dire quand même, vous êtes sûr que ça pose pas problème. C'était un peu cette approche que nous avons eue en tant qu'économistes, en disant ok, on nous dit que c'est une potion magique, mais quand vous regardez dans l'histoire, il y a d'ailleurs quelques retours dans l'histoire qui sont assez frappants dans le livre. Vous vous rendez compte que la potion magique se transforme très très souvent en poison mortel. On va dire il n'y a pas de solution magique pour la dette. Vous créez de la dette parce que vous avez besoin de faire de l'argent, mais la vraie question derrière, c'est qu'est-ce qu'il y a comme richesse. Et là, pour le coup, vous voyez, ça revient à le problème du ménage. Il y en a certains là, dans le débat qui disent aujourd'hui, non, mais on peut effacer la dette. C'est ce que demande l'Italie, peut-être pour la. Oui, puis même en France, il y a des politiques, Arnaud Montebourg et d'autres qui disent Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est jouable ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, vous voyez, effacer la dette, évidemment, c'est le grand rêve. C'est d'ailleurs ce qu'on a. Là, vous disiez, c'est vraiment à comparer aussi avec les ménages en disant, mais moi, si on effaçait ma dette, mais ça va beaucoup mieux. Mais d'ailleurs, c'est ça le problème, c'est qu'immédiatement, on va dire, oui, mais on efface la dette de qui? Non, on va pas effacer la dette de tout le monde, parce que la dette, comme l'argent, comme la monnaie, c'est quelque chose qui est symbolique uniquement. Vous voyez, quand vous avez un billet, ça vaut rien, un billet, c'est un petit bout de papier. Vous dites, oui, c'est une reconnaissance de valeur. La vraie question, c'est de dire en face, il doit y avoir de la valeur. Effacer la dette, c'est de dire, oui, mais en fait, on a émis de la monnaie, on a émis de l'argent, mais il n'y avait pas de valeur en face. Oui, mais ça, c'est très, très embêtant quand vous rentrez dans ce processus. Ça veut dire que c'est un problème pour les épargnants ? Alors évidemment, ça veut dire que vous, quand vous avez de la monnaie, quand on dire on efface la monnaie, vous savez, ça vaut rien. Mais vous êtes en train de dire, oui, mais attendez, mais j'en avais moi sur mon assurance vie, elle est effacée aussi. Ah non, elle n'est pas vraiment effacée, la vôtre. Mais sauf que ça y est, là, le verre est dans le fruit. Vous voyez, dans l'histoire, à chaque fois qu'on est rentré dans cette logique-là, en disant, non, mais vous inquiétez pas, on va tout effacer. Là, évidemment, ceux qui n'ont rien du tout, ils disent, on s'en fiche. Alors, pour essayer d'être simple et de compréhensible par tout le monde, parce que c'est quand même, c'est pas un sujet aussi simple et aussi facile que ça, qui détient aujourd'hui la dette ? C'est-à-dire, on doit de l'argent à qui ? Alors, on doit de l'argent, alors on va dire, on doit à des grands fonds. La dette française, alors on parle de la dette publique là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la dette entreprise aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la presse économique, on est en train de dire qu'il ne va pas falloir que les entreprises françaises soient étouffés par le poids de leur dette. Mais si on regarde la dette publique, c'est-à-dire déjà c'est beaucoup. Et on parlera peut-être des entreprises. Alors on va dire, c'est les grands investisseurs. Souvent on va dire ça, vous voyez, dans le discours. Oui, mais vous savez, c'est les grands financiers, ces grands fonds, c'est des grandes banques, etc. Donc l'air de dire, au fond, c'est des professionnels, ça nous intéresse pas. Oui, non, attention. C'est-à-dire que ces banques, ces fonds, en fait, ils placent l'argent de plein de clients. Alors vous remontez. Et à la fin, vous avez les vrais gens. C'est-à-dire, en fait, quand vous dites c'est des grands fonds étrangers, c'est la fin des vrais gens. Vous voyez, quand vous allez avoir un fonds de pension américain qui détient la dette française, on dit on s'en fiche, c'est un fonds de pension. Non, parce que c'est les retraités américains. À la fin, tout à la fin. Et quand ils vont voir qu'on va leur dire il faut effacer la dette, là, les vrais retraités, ils vont s'énerver aux États-Unis. Ils vont dire non, c'est pas possible. Et vous allez voir l'État américain qui va monter au créneau, etc. Donc là, vous avez des grands fonds internationaux. C'est compliqué d'effacer leur dette à eux parce que, répétons-le, derrière, vous allez avoir des réactions politiques. Puis après, vous avez des grands fonds français. Là, on va dire, oui, mais c'est les assurances françaises, c'est les banques françaises. Non, c'est nous.
C'est-à-dire, c'est quand on parle Ce sont nos économies. Mais c'est votre assurance vie, notamment l'assurance vie. Quand on dit je place dans l'assurance vie, c'est pas une assurance vie qu'on me donne, c'est de l'argent qui est placé dans un grand fonds qui va chercher où il investit pour garder la monnaie. Aujourd'hui, il cherche pas tellement à avoir du rendement parce qu'il en a pas, mais au moins pour garder la monnaie. On est toujours dans l'idée, oui, mais si on efface, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire, quoi. Il y a un truc qui va pas. Eh bien, c'est exactement le problème qu'on peut avoir nous Français. Et après, on n'en est pas au même niveau en matière de dette dans l'euro. C'est-à-dire que nous, visiblement, on est à 125% de dette contre l'Allemagne, par exemple, à 60%. Et Alain Madelin disait, l'euro est une copropriété. Mais à un moment donné, il va y avoir des dissensions entre tout le monde. Alors, il y a pire que nous, on va dire, en matière française. C'est déjà pas mal. Oui, on va dire l'Italie, notamment, évidemment. Quand vous avez tout à l'heure dit, il faudrait effacer la dette, oui, les Italiens disent, eux, ils vont être à plus de 170%. Nous, effectivement, en France, on a une tendance quand même très forte à s'endetter. L'Allemagne... C'est évidemment aujourd'hui, alors peut-être vos auditeurs, oui, mais l'Allemagne, on nous rebat les oreilles toujours de l'Allemagne, mais c'est pas comparable, etc. Il y a 10 ans, on était au même niveau. Il y a 10 ans, on était au même niveau. Et nous, effectivement, on a cessé d'augmenter notre dette publique et privée. Et ça, c'est une des grandes différences avec tous nos concurrents. Toute la dette française a augmenté, alors que l'Allemagne, elle, avait réussi à la contracter. Alors là, elle l'augmente à nouveau. Elle l'augmente, quand vous dites 60, ils vont être à 70, 75%. Ils vont augmenter de 20% comme nous. Sauf que nous, on est parti de 100, eux, ils sont partis de 50. Et effectivement, ou de 55. Donc on va se retrouver avec des écarts très forts et avec des risques de tension européens. Oui, alors bon, il y a les grands fonds, puis il y a aussi la fameuse banque centrale, parce qu'on dit qu'on a une planche à billets en Europe et que l'on fabrique artificiellement de l'argent. Ça sort pas de nulle part, ça. Donc là, si vous aviez Madame Lagarde, c'est-à-dire la patronne de la BCE, elle aurait une syncope quand vous allez lui dire fabriquer de l'argent, mais non, pas du tout. Enfin, non, d'ailleurs, elle n'arrête pas de dire ça. Vous voyez, là, on est typiquement dans mais c'est quoi l'argent ? Non, l'argent, c'est la richesse. La BCE va dire je peux émettre parce qu'on va créer beaucoup de richesses après, on va avoir la croissance. Elle vous dit surtout pas je crée de la fausse monnaie. Non. Parce que si on dit ça, votre monnaie, elle s'effondre. Elle nous donne de l'argent en se disant dans quelques années, vous allez me le rendre et vous allez on va créer de la richesse, quoi. Exactement. Et dit à la limite, là en ce moment, on est obligé d'en créer beaucoup parce qu'on est en pandémie et on a un énorme problème. Il faudra sans doute qu'on arrête d'en créer après, c'est-à-dire que la richesse se remette en adéquation avec la création de monnaie qu'on a été obligé de faire au moment de la pandémie. Ce qui veut dire que finalement, puisque cet argent vient beaucoup de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Nous, 25% de notre dette est détenue par la BCE, ce qui est très bizarre. C'est-à-dire la BCE. Pourquoi la BCE, vous voyez, c'est quoi la richesse de la BCE ? On est dans un artifice qui a été constitué de la sorte en Europe en disant la BCE représente toute la richesse de la zone européenne, donc elle peut en fait reprendre de la dette des pays d'Europe. Vous comprenez bien. Quand vous me dites je comprends pas bien, vous avez raison. Non mais ça c'est vrai, c'est pas clair. On va continuer avec vous, Philippe de Sertine, parce que vous êtes très clair donc sur ce sujet et vous avez parlé d'assurance vie, toute cette épargne. Il y en a qui disent attention, ne laissez pas d'argent sur les comptes parce que tout pourrait disparaître un jour ou l'autre. Bon, en tout cas, peut-être. Mais on va aborder ces questions et ce niveau de la dette aujourd'hui en France et puis dans le monde avec vous et vos questions au 0826 300 300. Tout est dans le titre de ce livre, La dette, potion magique ou potion mortelle aux éditions Télémac. Et pour en parler ce matin, Philippe de Sertine est avec nous. Merci encore. Et puis pas mal d'appels ce matin au 0826 300 300. Qu'on va prendre effectivement dans un instant. 23 économistes qui ont contribué en fait à ça. Une question cash, Philippe de Sertine. Est-ce que les Françaises ont peur là ? Ils se disent qu'est-ce qui va se passer en fait demain ? À un moment donné, c'est pas possible, on va pas tenir. Certains craignent pour leurs économies, par exemple, en se disant est-ce qu'il faut laisser de l'argent sur les comptes ? Est-ce qu'on va pas aller vers alors ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, vers une crypto-monnaie. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous, spécialiste de la question ? Ce que je leur réponds d'abord, c'est que si vous en avez votre argent, vous le mettez où ? C'est ça le problème. Sous le matelas, dans la pierre. Oui, alors voilà, donc ça, on a ça aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aujourd'hui les épargnants qui cherchent de l'actif réel, qui disent je veux plus être en monnaie, mais je veux être en actif réel. Donc typiquement, ce que vous dites, la pierre, au niveau mondial, on voit par exemple les terres agricoles sont très recherchées. Vous voyez, c'est du concret. Donc c'est des éléments réels. Alors ça fait quoi ? Ça fait une bulle sur ces aspects-là. C'est-à-dire que ce que vous craignez de perdre sur votre économie, vous risquez de le perdre en achetant un bien beaucoup trop cher. Et on voit bien là que quand vous créez beaucoup de monnaie, vous voyez, soit vous créez une énorme inflation, c'est-à-dire un décalage entre la valeur de la monnaie et la valeur des biens, donc la valeur de la monnaie s'effondre, soit vous créez des bulles. Des bulles, c'est-à-dire les actifs qui augmentent. Et là, on est typiquement dans cette situation. Encore une question un peu technique, mais que tout le monde va comprendre. On disait, oui, la dette, elle nous coûte cher, mais elle nous coûtait moins cher dernièrement parce que les taux d'intérêt étaient très bas. Et donc, c'est vrai que quand on emprunte à zéro quasiment,
Négatif. Cette année, la France a emprunté à taux négatif. Donc finalement, on peut quasiment s'enrichir en empruntant. Sauf est-ce que ça va être le cas demain, alors que certains disent, pour effacer la dette, il faudrait peut-être créer de l'inflation. Alors, donc déjà, si vous créez de l'inflation, effectivement, vous faites remonter les taux immédiatement. Hein. Donc, créer l'inflation, vous savez, Jean-Claude Trichet, qui écrit d'ailleurs dans le livre, avait cette formule quand il était patron de la BCE, en disant l'inflation, c'est comme le dentifrice, quand ça sort du tube, vous ne pouvez plus le faire rentrer. Hein. Donc ça, c'est le genre de choses, effectivement, super dangereux, dont on sait qu'effectivement, il peut y avoir une perte de contrôle. Attention, hein, voyez, sur la notion monétaire, bien sûr. Dans les grandes crises, c'est toujours comme ça. À un moment donné, on est apprenti sorcier, vous voyez, c'est aussi Mickey dans Fantasio, avec les balais qui font on est exactement là-dedans. Vous voyez, tout d'un coup, vous perdez le contrôle parce que ça se démultiplie. Donc, oui, évidemment, il peut y avoir remontée des taux. Je pense que la question de l'inflation, pour le moment, elle n'est pas posée. On ne sait jamais, quand même, on a des études. On avait un article du Financial Times il y a 2 jours en disant quand même, il faut quand même étudier la question parce qu'elle remonte un peu sur les États-Unis aujourd'hui. En Europe, on dit non, c'est un. Mais on la fait remonter artificiellement. Comment ça fonctionne? Ah bah non, c'est-à-dire que on laisse filer les prix. On dit on va regarder, on va voir si les prix remontent. C'est pas mal parce qu'effectivement, la monnaie vaut moins, donc on a moins à rembourser. Sauf qu'effectivement, ce qu'on disait, ce qui risque de se passer, c'est que vous avez une perte de confiance généralisée et tous les prix s'emballent. Et donc ça, c'est le traumatisme de l'Allemagne. Après la guerre de 14. Voilà, exactement, dans lesquels vous avez 1000, 2000, 3000% d'inflation et l'Allemagne s'effondre comme ça, comme le Venezuela aujourd'hui, vous voyez. Et donc l'Allemagne est traumatisée par ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs. Donc justement, quand on disait pourquoi les taux pourraient remonter, évidemment, ce qui c'est super dangereux, c'est si on perdait le lien avec l'Allemagne. Ce qui s'est passé un peu avec l'Italie, vous voyez, quand l'Italie a dit, quand vous disiez qu'elle avait voulu effacer sa dette, il y a quelques mois, l'Italie disait non, mais moi je vais faire un budget, je m'en fiche de l'Europe. Résultat, immédiatement, ces taux qui étaient à 1, 0,5, 1, 1,2 passent à 6%. Parce que, immédiatement, on dit, oh là là, mais s'il n'y a plus la garantie globale de l'Europe, mais vous nous faites peur. Et là, les taux augmentent. Parce que les taux sont faibles chez nous, ils ne sont pas faibles partout dans le monde. Quand vous êtes dans un pays émergent, dans un pays pauvre, aujourd'hui, vous avez des taux élevés. Nous, les pays riches, on a des taux forts parce qu'on suscite la confiance. La vraie crainte, c'est que tout d'un coup, on suscite moins la confiance. Mais c'est quoi la solution? C'est les plus aisés, les contributions des plus aisés? Alors là, vous avez alors la solution contribution des plus aisés, c'est que vous payez la dette sur le passé. Et ça, très très vite, on va se rendre compte que c'est très dangereux parce qu'on a vite fait d'épuiser le passé, c'est-à-dire la richesse accumulée. La vraie solution, c'est la payer sur la richesse à venir. Et là, évidemment, on a une opportunité très forte, c'est qu'on est quand même, et ça, en dehors évidemment de cette crise Covid, on est dans un changement technologique, dans une obligation de changer de modèle parce qu'on a les obligations, on va dire, liées au dérèglement du climat. Tout ça peut nous permettre de créer quelque chose de nouveau, un nouveau mode de fonctionnement. Et ça peut créer de la valeur de manière incroyable et tout d'un coup récompenser la dette. Quand je dis tout d'un coup, ça peut être assez rapide, mais ça prendra quand même quelques temps. En tout cas, allez, 0826 300 300 avec Antoine qui est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Bon, je viens d'entendre le torrent, que dis-je, le Niagara de politiquement correct. Mais non, mais c'est concernant, c'est vraiment la pensée. C'est le mainstream dans toute sa splendeur. Allez, allez-y. Rappelons simplement que la dette est alimentée d'abord largement par les déficits massifs du budget de l'État. Depuis 1973, il n'y a pas un seul budget de l'État qui a été voté en équilibre. Alors que les collectivités locales doivent voter des budgets en équilibre. Pour l'année 2021, il a été voté un budget. C'est un budget, il y a deux parties. Il y a les recettes et il y a les dépenses. Budget 2021, la France, 300 milliards d'euros de recettes. 450 milliards d'euros de dépenses. Ramener un couple gagne 30 000 euros par an, il va dépenser 45 000. Et pour trouver les 15 000 qui lui manquent, il va s'endetter. Et il le fait depuis près d'un demi-siècle. Et le résultat, le voici. Alors maintenant, moi j'entends, il faut préserver son épargne, son patrimoine, acheter de l'immobilier. Oui, 8% de frais d'entrée, je paye quand je possède, je paye quand je revends, et à l'arrivée, le rapport locatif étant ce qu'il est, je me retrouve avec 0 ou 1% de rendement net, et si je suis à l'ISF, et l'immobilier est assujetti à l'ISF, je me retrouve en revenu négatif. Les seuls produits qui aujourd'hui peuvent accueillir votre épargne, si vous voulez la sécuriser, il y en a deux. C'est l'or, un Napoléon, ça vaut 270 €, c'est pas très cher, et l'or est accepté partout, ou c'est les titres, les actions de belles entreprises. Sanofi, Orange, que je viens d'acheter, des actions
actions par entreprise. Et ainsi, vous préservez votre épargne. Parce que si vous vous en remettez à l'État, si vous en remettez au public, vous êtes sûr de vous faire rasier. Il y a un projet de la BCE, l'euro électronique. L'euro électronique, c'est tout simplement le fait que d'ici quelques années, il n'y aura plus d'argent liquide. L'argent est bloqué sur les comptes et l'État, dans sa grande bonté, va se servir. Demain, vous refusez par exemple de vous faire vacciner, mais je dois être un complotiste. Vous refusez de vous faire vacciner, on vous bloque votre compte. Et on vous le rétablira quand vous vous ferez vacciner. Alors, un dernier mot. Allez-y, Antoine. 1637, discours de la méthode de Descartes. Je pense, donc je suis. 2020, France, je pense, donc je suis complotiste. Ah bah oui, non, mais alors là, vous faites un conseil. Alors, non mais, et Antoine, est-ce que vous vouliez poser une question? Parce que c'est une bonne réflexion, hein, évidemment. Je sais pas, Philippe Dessertine, vous voulez réagir à ce que dit Antoine, qui, fondamentalement, bien sûr, tout est exact. Je pense qu'Antoine avait préparé son couplet, parce qu'honnêtement, j'étais pas vraiment dans la logique de ce que vous évoquez. Non, mais pas tout à alors, fait, ensuite, Antoine, là, ce dont vous parlez, c'est le cas français. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la question de la dette, elle est posée au niveau mondial. Alors, il est vrai que nous, en ce qui concerne la France, on est effectivement plutôt bon dans la question de la dette, si je puis dire. Mais là, aujourd'hui, quand on parle du problème de la dette associée au Covid, c'est pas que la France. Juste, il faut s'ouvrir un tout petit peu sur le reste du monde. Mais c'est vrai, comme le disait quand même Antoine à l'instant, que pendant des années, la France a vécu au crochet quand même. Au-dessus de ses moyens. Voilà. Alors, crochet, peut-être c'est un mot un peu fort, mais le terme au-dessus de ses moyens, je crois qu'effectivement, il peut assez bien correspondre. Et quand Antoine dit depuis 1974, les budgets sont tous en déficit, c'est pas de... Effectivement, le budget français est systématiquement en déficit. Alors la question après, c'est-à-dire est-ce que l'économie française arrive à rattraper, en fait, à redonner en impose. Et là, on a l'impression que sans cesse, on repousse le problème plus loin. C'est vrai que la France a, de ce point de vue, un problème sur sa dette publique. Attention, elle a aussi un problème sur sa dette privée. Et Antoine, lorsque vous êtes en train de parler des entreprises françaises, les entreprises françaises sont aussi très endettées. Quand on regarde, on a eu un rapport de la Banque de France sur les 10 ans qui viennent de se passer. La France est le seul pays des grands pays occidentaux qui augmente sa dette publique, ça on le sait, mais qui augmente sa dette privée aussi, c'est-à-dire la dette de ses entreprises. Et notamment les grandes, là, vous parlez des grandes entreprises. Les grandes, évidemment. Parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être pas suffisamment fait en France, alors qu'en Allemagne, on l'a fait davantage. C'est l'investissement dans les tissus de PME pour permettre, avec ce développement local, quoi, en quelque sorte. Ça, c'était quand même... je ne comprends pas pourquoi, depuis 30 ans, on en parle et on a du mal à le faire. C'est intéressant ce que vous dites. C'est d'ailleurs vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. Alors là, pour le coup, on est en train de réfléchir au plus haut niveau gouvernemental. Par rapport à Antoine, ce qu'il disait sur les grandes entreprises dans lesquelles il investit, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une vraie question à dire. Et pourquoi j'investirais pas dans le tissu d'entreprises qui ne sont pas cotées, donc vous ne trouvez pas sur les marchés, mais que vous pouvez connaître dans votre région, dans votre département, dans votre quotidien, et qui ont besoin, et là, après la crise, qui vont avoir besoin de ce qu'on appelle des fonds propres, d'actionnaires, de gens qui mettent leur argent dans l'entreprise. Et puis on y croit de développer, en fait, et de mettre de l'argent dans l'entreprise qui est au coin de la rue, que l'on connaît, avec un bon patron éventuellement, et avec voilà. Et vous voyez, quand on raconte l'histoire de France, quand on va dire le moment où la France est en train de décoller à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où nous allons devenir la Silicon Valley du monde. On invente l'automobile, on invente l'aéronautique, on invente l'électricité, le nucléaire, etc. La France est incroyable à ce moment-là. Ce qui se passe aussi, c'est que l'épargne française commence à aller dans toutes ces entreprises, ces petites entreprises à l'époque, super risquées, mais qui vont être à la fin les grands champions qui vont faire la France du XXe siècle. Donc oui, c'est quelque chose qui c'est une piste. Allez, en tout cas, on continue. Jean-Noël est avec nous. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour Jean-Noël de Villeneuve-Loubet. Oui, bienvenue. Oui, bonjour Cécile et bonjour à vous. Bonjour à tout le monde d'ailleurs. Moi je vais être plus synthétique par rapport à mes propos ce matin, parce que je ne suis pas un grand expert par rapport à la dette qui se profile, mais enfin, mon petit niveau, quand j'étais dans une certaine mairie en Corse du Sud, c'est vrai que les bilans, ils doivent arriver à l'équilibre à chaque année. Nous, on est en dette. Bon, ça, c'est un problème. Notre dette d'aujourd'hui, qu'on a, qui est abyssale, comment la faire payer par rapport à demain, je me demande comment ça va se faire. Qu'est-ce qu'on va laisser à la jeunesse, quoi? C'est un peu ça. Ce sont les jeunesses, les générations futures qui devront in fine la payer. Moi, ce qui m'inquiète, par qui elle est détenue, la dette française? Je crois qu'à, sauf erreur, à 60%, ce sont certains pays qui détiennent nos créances. Ça, c'est important de le savoir aussi. Et toutes ces gabegies qu'on a fait depuis à peu près 50 ans, où on dilapide l'argent à tort et à travers,
par rapport à des choses, des personnes qui ne doivent pas avoir certaines prestations ou autre chose, et qui font que ça creuse. Alors vous allez me dire, oui, mais si on donne que ça, c'est ça, une petite donation ici, c'est pas ça qui fait le trou. Mais mis bout à bout depuis des décennies, ça nous fait un trou abyssal. Et je ne sais pas comment on va se retrouver. Alors après, sur nos comptes bancaires, est-ce que à un moment donné, il faudra faire d'abord, il faudra faire de la croissance pour essayer de la croissance est assez forte pour rembourser, ou sinon il faut faire aussi de l'inflation. Mais qui dit l'inflation dit un autre problème. Bah oui, vous avez entendu. Danger. C'est ce que j'ai entendu. C'est là. Et il faut revoir un petit peu la chose. Moi, je suis un petit peu pas inquiet, mais enfin, je suis un peu perplexe, et surtout parce que on a depuis 50 ans, on met des gens à des postes clés, à des fonctions de président, de députés, qui n'ont pas, ils sont à côté de la plaque. Excusez-moi, je suis un peu trivial. Et à partir de là, il faut revenir à des fondamentaux. Nous, quand on est chez entreprise, notre bilan, on passe à l'expert comptable et au commissaire aux comptes pour certains. À partir de là, on doit tout justifier. Et nous, en France, on a nos élus qui ont des prestations qui touchent qu'on appelle pas des salaires, des indemnités. Des indemnités et qui arrivent, ils n'ont pas de budget à faire, et ça parle. Et ce pays, on a tué ce pays. Non, mais on comprend votre inquiétude, Jean-Noël, à travers vos propos, notamment pour la jeunesse, parce que c'est vrai que c'est à chaque fois le discours qui revient, Philippe de Sertine, bah oui, on va laisser un héritage en fait assez terrible aux futures générations, quoi. Oui, non, c'est vrai. Alors c'est vrai que lorsqu'on a évoqué, je crois, quand on est en train de parler solutions, parce que c'est ça qui est important, regardez l'avenir. Tout à l'heure, j'ai évoqué une nouvelle croissance, des nouvelles valorisations qui sont en train d'apparaître. Là, on est vraiment dans ce moment-là, on s'en rend compte. Covid accélère les choses encore, vous voyez, sur le changement de valeur. Quand, évidemment, vous avez Apple qui vaut 2000 milliards, Renault qui vaut 4 milliards, ça doit nous interpeller. Il se passe quelque chose. D'ailleurs, l'Europe n'est pas assez dans ces entreprises, on va dire, ces nouvelles entreprises qui créent la nouvelle valeur. Après, le deuxième élément qui est capital, c'est-à-dire que la croissance, on a parlé de la croissance, elle va être où? Elle va être de plus en plus, elle l'est déjà, mais elle va être de plus en plus en dehors de l'Occident, notamment en Asie. Aujourd'hui, c'est en Asie que ça se passe. Alors évidemment, vous voyez, là, on a le problème avec la Chine. Attention, l'Asie, c'est pas que la Chine, mais la croissance asiatique va traîner la croissance mondiale dès la sortie du Covid. Et donc, il faut qu'on soit absolument dans cette logique en disant, si on veut de la croissance, si on veut avoir quelque chose qui va nous permettre de la richesse, qui nous remboursera la dette, il faut que nous soyons dans ce train-là. C'est-à-dire, il faut que nous exportions, il faut que nous soyons compétitifs à l'international. Évidemment, ce qui est l'obsession des pays du nord de l'Europe. Peut-être insuffisamment des pays comme le nôtre. Comment créer, dans quel secteur? Ça, c'est compliqué de créer de la richesse aujourd'hui en France, quoi, parce qu'on voit que, par exemple, on a beaucoup parlé de l'aviation, de tous ces secteurs. Aujourd'hui, on est concurrencé, on a donné quasiment le mode d'emploi, si je puis dire, à la Chine, et qui est capable aujourd'hui de fabriquer des avions, quoi. Mais là, c'est l'innovation, peut-être. Oui, exactement. C'est dans l'innovation tous azimuts, que ce soit dans l'innovation dans les services, que ce soit d'ailleurs parfois dans l'innovation, on va dire, du quotidien qui peut se transformer en luxe. Tout ça, la France a toujours été une nation qui a su faire de l'innovation. On va dire d'ailleurs du point de vue général, l'Europe est une plaque tournante de l'innovation historique. Là, effectivement, ce qui doit nous interpeller, quand vous êtes en train de dire mais où ça se passe, c'est vous pouvez partir d'une entreprise créée en 2004 qui s'appelle Facebook, qui vaut aujourd'hui plus de 1400 milliards, qui vaut plus cher que l'ensemble du CAC 40. Ça a été créé il y a moins de 20 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir dans l'innovation des créations de richesses absolument prodigieuses. La seule chose, c'est qu'il ne faut plus investir avec le rétroviseur. Et ça, c'est la grande tendance française. Vous voyez, on va être en train de sauver des activités qui sont d'avant. Et on n'est pas dans l'activité d'après. On n'a pas créé d'Amazon en Europe, on n'a pas créé de Google. Alors là, on est en train de Thierry Breton, on dit on va réglementer les GAFA. Mais non, le vrai problème, c'est qu'il faut qu'on ait un GAFA en Europe. C'est ça qui est important. Et c'est là-dessus qu'il faut aller, parce que c'est là-dessus que la richesse nouvelle va se créer. Merci. Et on aurait pu parler aussi de la monnaie, évidemment, qui va peut-être un jour disparaître, parce que, par exemple, en Chine, c'est terminé, il n'y a quasiment plus de monnaie. Il y a des villes où on ne paye plus avec des billets. Alors, on utilise une crypto-monnaie, c'est un autre type de monnaie. Merci. Vous reviendrez pour nous en parler. Potion magique ou poison mortel aux éditions Télémac. Restez avec nous, on revient dans un instant. C'est le Grand Matin Sud Radio. Dans un instant, Dédé Berkoff. Oui, Dédé Berkoff est sur le pont. Il est réveillé. Tout va bien. Tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile Deménibuis.